Hello et bienvenue sur le podcast Productif et Serein, où nous pensons que tout le monde devrait avoir accès aux méthodes, techniques et astuces qui simplifient la vie et que n'importe qui peut devenir productif et serein dans le domaine professionnel comme dans la vie personnelle. Je reçois aujourd'hui Michel Poulart. Michel est un conférencier international, c'est un spécialiste de l'optimisme et de l'audace et c'est notamment l'un des 4 conférenciers français à avoir reçu la distinction prestigieuse américaine, le CSP, Certified Speaking Professional, qui fait donc quelque chose qui est destiné décerné aux meilleurs conférenciers du monde. Il est donc membre aussi de l'Association française des conférenciers professionnels et puis accrédité ambassadeur de la Ligue des optimismes de France, et je reçois Michel aujourd'hui pour parler de son ouvrage qui est sorti très récemment, Pour réussir, oser échouer, et si on changeait de regard sur l'échec. Et bon, on y va. Donc, bonjour Michel, enchanté de faire votre connaissance. Enchanté, merci de m'accueillir dans ce podcast. Avec plaisir. Et donc, on vous a accueilli pour votre ouvrage qui s'appelle « Pour réussir, oser échouer ». Alors, qu'est-ce que c'est que cet oxymore, d'ailleurs, pour commencer ? Cet oxymore, le titre, je l'ai choisi parce que, selon moi, c'est ce qui parle le plus, et j'ai voulu commencer par un mot positif. C'est la réussite. Ouais. Parce que c'est ce qui fait rêver la plupart des gens. J'ai hésité longuement pour le titre. Je me suis dit oser échouer pour réussir, mais il y a d'abord échouer. Donc pour moi, le fait de mettre réussir avant échouer dans l'intention était beaucoup plus important. Et puis c'est plus sexy un titre positif qu'un titre négatif. Et cet oxymore correspond exactement à la vie que j'ai menée et que je résume brièvement par quelques anecdotes dans ce livre. C'est que ma vie est faite d'échecs, comme vous, comme chacun de nos auditeurs, comme tout le monde, et que la jeunesse de ce livre est très simple, c'est que on me dit souvent, Michel, tu as beaucoup de chance, tu réussis tout ce que tu entreprends, c'est facile pour toi parce que tu réussis tout le temps, c'est facile pour toi parce que tu es optimiste. Et en fait, les gens admirent la réussite et derrière vont trouver une excuse parce que ce serait plus facile pour moi. Alors que si j'ai réussi, c'est parce que juste avant, j'ai probablement échoué de nombreuses fois et j'ai voulu crever l'abcès avec ce livre en expliquant que si j'ai réussi, c'est probablement parce que j'ai échoué et que c'est le chemin de chacun d'entre nous. Oui. Alors moi j'ai beaucoup aimé le bouquin que je trouve très rafraîchissant d'ailleurs ce point de vue-là, pas presque. Merci. Peut-être déculpabilisant même pour certaines personnes qui disent ah ouais. Alors c'est bien que vous le dites parce que c'est exactement ce que j'ai cherché à faire aussi. Ok, bon voilà. Pour moi en tout cas, donc c'est réussi. Ça me faisait penser en fait, juste que vous venez de dire, à cette phrase un peu assez connue du golfeur, je crois que c'était Gary Player qui disait ça. Plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance. Oui, c'est exactement ça. Mais voilà, vous avez résumé le livre, on peut terminer le podcast. Bon merci, au revoir. C'est bon. Oui, mais c'est exactement ça en fait. Les gens qui ont de la chance, et aujourd'hui on le sait grâce à différentes études scientifiques, et puis on connaît Philippe Gabellier qui en a parlé lui-même beaucoup en France. On sait aujourd'hui que les gens qui ont plus de chance que la moyenne sont des gens qui osent plus que les autres, qui ont plus d'audace que les autres. Et le point commun de ces gens chanceux, c'est qu'ils sont optimistes, mais qu'ils ont un rapport décomplexé face à l'échec. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de retranscrire dans ce livre. C'est que si vous voulez avoir de la chance, il faut prendre des risques aussi. Alors ouais, mais sans trop déflorer le livre, est-ce qu'il y a des gens qui sont, prédisposés à l'échec? On va pas le dire comme ça, mais il y a quand même toute une partie du bouquin qui est sur la bonne étoile. Oui, la bonne étoile, la chance, les superstitions. J'en parle effectivement parce que je voulais un petit peu tordre le cou aussi à ces croyances limitantes. Alors, bien entendu, il y a des environnements peu favorables à la chance. On peut naître, effectivement, je ne parlerai pas de mauvaise étoile, mais naître dans un mauvais environnement, une mauvaise famille, dans un mauvais cadre. Et c'est vrai que pour vous, ça va probablement être plus dur que d'autres. Néanmoins, il existe des centaines de récits de gens qui ont réussi à transformer cette vie-là en quelque chose d'absolument puissant. Et ce que j'essaye aussi de transmettre dans ce livre, c'est malgré les épreuves douloureuses de la vie, ces épreuves ont fait aussi la personne que nous sommes aujourd'hui avec les plus belles qualités que nous avons. Et souvent, les êtres humains développent de merveilleuses qualités autour de drames épouvantables. Donc, si effectivement certains d'entre nous naissent dans des environnements peu favorables, au final,
nous sommes responsables de ce que nous allons en faire. Nous sommes responsables de l'interprétation qu'on va leur en donner. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que la culpabilisation est probablement aussi l'ennemi du succès. Et il y a certaines personnes qui se complaisent dans la victimisation, mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Ouais, vous allez jusqu'à dire, et j'ai beaucoup aimé la phrase, l'échec est un diplôme. Alors je sais pas si c'est de vous pour le coup, mais Alors l'échec, je sais même plus parce que en fait j'ai écrit tellement de choses. Honnêtement, je ne sais pas si ça vient de moi ou si je l'ai lu, mais normalement si je l'ai entendu ou si c'est cité, je mets la citation dessus. J'ai pas le livre là devant moi parce que je suis dans un van dans la voiture. On s'est arrêté pour pouvoir répondre à vos questions. Mais oui, c'est un diplôme parce que je l'explique aussi dans le livre, c'est que l'interprétation que l'on donne de l'échec est aussi culturelle. Ouais. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que c'est pas tout à fait notre faute si en France on a du mal à accepter l'échec parce que c'est culturel. Je vais pas tout dévoiler ici, mais le constat, c'est quand on voyage, on se rend compte que les gens ont une interprétation différente de l'échec. On va aux États-Unis, on va dans le nord de l'Europe, dans les pays anglo-saxons en général, on vous dira que c'est bien d'échouer, ça prouve que vous êtes audacieux, ça prouve que vous avez osé. Et donc c'est de ça dont il est question, c'est d'essayer de changer cette culture et de changer ce rapport que l'on a à l'échec. Donc si effectivement l'échec est une interprétation, mais également si l'échec est aussi une succession de choix, d'audace, de tentatives, ben c'est quelque part un diplôme comme on pourrait l'apprendre à l'école. À l'école, on apprend des matières bien spécifiques et académiques. Et bien là, c'est la vie qui nous apprend des choses moins académiques, mais qui sont peut-être aussi valables qu'un diplôme, effectivement. Donc en fait, l'échec, c'est pas le point d'arrêt. C'est-à-dire l'échec, si je suis le raisonnement, l'idée que vous soutenez derrière, c'est que c'est presque le chemin normal vers le succès. C'est-à-dire que avant d'arriver au bout de mon chemin, j'ai des détours, etc. Et je vais éventuellement appeler ça des échecs, mais la connotation négative, en fait, c'est un truc qu'il faudrait enlever. C'est ça ? Plus on met une connotation négative à l'échec, moins on osera. Moins on osera faire preuve d'audace, moins on osera se lancer, et à la moindre petite anicroche, eh bien, on va plutôt être tenté d'arrêter. Et mon postulat, c'est pour moi le seul vrai échec, c'est celui d'abandonner, parce qu'au fond, quand on a un objectif, alors je parle aussi des personnes contrôlantes qui parfois attendent d'avoir tout sur papier. De façon parfaite. Parfois, ils réfléchissent à un plan B, un plan C, un plan D, et parfois même par tout l'alphabet. Et puis, ils se lancent pas. Ils se lancent pas parce que, voilà, il y a cette angoisse d'échouer, parce que dans l'état d'esprit de certaines personnes, il faut absolument réussir. Donc, l'échec est inenvisageable. On se lance pas. Et au fond, ce que je dis, c'est que quand on a un objectif et qu'on n'y arrive pas, c'est peut-être pas forcément l'objectif qu'il faut mettre en question, mais le chemin que nous sommes en train de parcourir qu'il faut remettre en question. Et d'une autre part, pour les personnes contrôlantes, s'ils attendent d'avoir toutes les réponses sur papier, ils oublient une chose importante, c'est que les réponses sont parfois sur le chemin qu'on emprunte. Donc, je préfère voir des gens se lancer dans un projet imparfait et trouver les réponses sur le chemin. Et les réponses se font par des rencontres, par des expériences, par des échecs. Ces échecs sont des apprentissages. Et quand on se relève d'un échec, eh bien, changeons un paramètre pour avoir un résultat différent. Ça, c'est inspiré du monde de l'aérospatiale. Ouais. Vous l'avez lu dans le livre, j'aime beaucoup tout ce qui est conquête spatiale. Et on apprend beaucoup de ces ingénieurs. Et effectivement, si les ingénieurs s'étaient arrêtés à la première explosion de fusée, on serait jamais allé sur la Lune. Ouais, on n'aurait même pas de satellite. Donc, ce qui est important, c'est que, qu'est-ce que nous devons apprendre de l'échec? C'est de changer un paramètre. L'échec n'est pas la finalité. L'échec est un retour d'expérience. Et pour éviter il y a des gens qui échouent toujours de la même façon. Et on se rend compte que les gens qui échouent toujours de la même façon, c'est qu'ils s'y prennent stratégiquement toujours de la même façon. Ils font toujours les mêmes choses. Et moi, j'ai connu des gens qui me disent, mais j'ai tout essayé. Et quand je leur parle, je me rends compte qu'ils n'ont pas tout essayé. Ils ont juste fait 20 fois la même chose. Donc, ils ont eu 20 fois les mêmes résultats. Donc, quand vous échouez 20 fois, changez de paramètre 21 fois. Et à chaque fois que vous changerez un paramètre, les résultats seront à chaque fois différents. Ouais. Et dans la conquête spatiale, c'est pareil. Je veux dire, 1 degré d'erreur dans une trajectoire de fusée, ça peut mener la fusée à des centaines de milliers de kilomètres ailleurs que c'était prévu, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, mais du coup, ça fait une différence entre l'échec et l'erreur. Oui. Parce que je peux donner l'impression de jouer sur les mots, mais finalement, c'est quand même un paramètre important. Absolument. C'est-à-dire que je peux commettre des erreurs qui vont me mettre en situation d'échec, mais l'erreur et l'échec sont deux choses différentes. Absolument. L'erreur,
justement, l'erreur existe, mais la situation d'échec, c'est aussi une interprétation, quoi. L'erreur, elle est retranscriptible. On peut effectivement la noter, on peut la corriger. L'échec, c'est une interprétation, c'est une perception. Et vous en parlez beaucoup dans le livre aussi des perceptions. Vous mentionnez plusieurs fois les biais, les différents biais qui justement vont faire qu'on va s'arrêter ou qu'on va abandonner justement, ou qu'on va croire que on est nul ou que etc. Ou les étiquettes, des choses comme ça. Et je trouve que c'est très intéressant dans la perception justement de l'échec, parce que tout ça, c'est de la perception. Oui, c'est le regard qu'on porte sur l'événement. Et ce que j'explique également dans le livre, c'est que face à une même situation, on peut avoir ensemble, on serait par exemple vous et moi ou n'importe quel auditeur qui nous écoute en train de vivre un même événement, vous aurez 3 avis ou 3 perceptions ou 3 interprétations différentes en fonction de votre contexte de vie, en fonction de votre cas de référence, en fonction de votre humeur, de votre état d'esprit, si vous êtes optimiste ou pessimiste. Voilà, c'est comme si on était à la plage face à l'océan Atlantique. Vous avez les vagues, vous pouvez en avoir peur. Et vous aurez raison parce qu'elles peuvent être dangereuses, mais vous pouvez, face aux mêmes vagues, prendre une planche de surf et apprendre à surfer dessus. La même vague, mais 2 réactions différentes. Alors ça me rappelle, j'allais partir, je sais pas sur quel sujet partir là tout de suite exactement. J'entends bien, il y a ça qui est intéressant, et j'aimerais, allons-y. Non, en fait, ça me faisait penser juste là, et je l'ai noté, vous notez une étude de Wiseman avec les 4 points communs des gens qui ont de la chance. Oui. Ils sont, alors, je les ai notés, comme ça je l'ai dit pour les éditeurs, et puis vous me corrigerez si jamais j'ai mal noté, mais on sait jamais. Le premier, c'est ils sont compétents et habiles à créer des opportunités. Absolument. Deuxième, ils décident en écoutant leur intuition. Moi, je trouve ça phénoménal parce que c'est un truc que j'avais remarqué. Alors, pour la petite histoire, vous le savez peut-être pas, mais j'ai effectivement échoué pas mal de fois aussi avant de. Et surtout, le conseil qu'on m'a donné, qui m'a le plus aidé dans toute ma carrière, dans tout ce que j'ai essayé de faire, c'est lance-toi avant d'être prêt. Donc ça va vraiment avec ce que vous disiez juste avant. Absolument. Donc, voilà, et franchement, on décide toujours à l'intuition. C'est toujours de l'intuition. Ouais. On peut essayer de se rassurer avec toutes les données qu'on veut, on est toujours à l'intuition à ce moment-là, non? Absolument. Et cette intuition, on se rend compte que l'intuition, c'est aussi de la pratique quelque part. Plus vous faites appel à cette intuition, plus elle est précise. Pourquoi? Parce que l'intuition, c'est un doux mélange entre ce que vous avez expérimenté et des attentes que vous pouvez avoir et un contexte que vous connaissez peut-être pas complètement, mais l'intuition, c'est aussi, il y a une part de confiance en soi. Dans l'intuition, c'est de se dire, j'y vais, j'ai pas toutes les réponses, mais je sais que je les trouverai, ou je sais que je rencontrerai quelqu'un qui pourra m'aider. Parce que parfois, c'est aussi dans la rencontre de l'autre que la réponse se trouve. Hein. Bien sûr. Ouais. Alors, donc je reprends les 4 points parce que du coup, je me suis arrêté en route, mais ça c'est normal, c'est. Excusez-moi, je suis bavard. Hein. Non, alors là, et puis j'en suis un autre. Donc, premier, ils sont compétents, habiles à créer des opportunités. Ils décident en écoutant l'intuition. Troisième, ils créent des prophéties autoréalisatrices. Oui. Ouais. Alors, comment on peut créer une prophétie autoréalisatrice? Alors ça, c'est génial. Ça a été démontré, et je l'explique aussi clairement dans le livre. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est démontré par les psychologies cognitives et comportementales, mais également par la neurologie. C'est-à-dire, si vous êtes convaincu que vous allez obtenir un résultat, eh bien, il y a de fortes chances que vous y arriviez parce que vous conditionnez, et je vulgarise là, c'est vraiment de la vulgarisation que je fais là, vous conditionnez votre cerveau à ce résultat, et ce cerveau, comme une tête chercheuse, va chercher toutes les possibilités et toutes les options que vous pouvez avoir pour y arriver. Et ça risque d'arriver. Ça ne veut pas dire que vous y arriverez à tous les coups, mais vous mettez plus de chances que les autres d'y arriver, et vous mettez plus de chances que quelqu'un qui se dit « je ne vais pas y arriver ». Et une prophétie autoréalisatrice, c'est aussi, par exemple, croire aux autres. Si on est un dirigeant d'entreprise, on peut effectivement mettre sa confiance dans ses collaborateurs, et le collaborateur, lui, cherchant à être digne de confiance s'il est normalement constitué. Globalement, on est normalement constitué, sauf si on a quelques tordus devant nous, mais c'est plutôt rare. Mais grosso modo, les gens normalement constitués vont tout faire pour rester digne de cette confiance. Et quelque part, votre prophétie, c'est de faire en sorte que vous atteigniez un objectif, et elle va s'auto-réaliser par toute la bienveillance que vous allez mettre autour de vous, autour du projet et en vous. Ok, donc oui, c'est ça, ils vont se conformer de manière à l'image qu'on va avoir d'eux. Les collaborateurs, j'entends. Absolument. Et il y a absolument rien de mystique avec ça. Ça n'a rien à voir avec la loi d'attraction ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il y a aucun ésotérisme là-dedans. C'est purement cérébral. C'est quand on conditionne notre cerveau au succès, que ce soit pour nous, pour les autres ou avec les autres autour d'un objectif, eh bien, tout le monde va se mettre
à développer cette motivation qui va faire en sorte que cette prophétie qui est l'objectif va se réaliser. Ok. Et la 4e chose, c'est qu'ils ont une attitude qui voit la malchance, qui transforme la malchance en aubaine. Oui, absolument. Absolument. Quoi qu'il arrive, alors ça ne veut pas dire que quand on échoue, on ne râle pas. D'ailleurs, râler, oui. C'est bon, il paraît que c'est bon pour la santé. Alors, je suis optimiste, mais je suis aussi un grand râleur. J'adore râler. Okay. Mais la différence, quand on est optimiste, on ne râle pas longtemps. C'est ça la différence. Ah, c'est ça, d'accord. On râle. Il y a des gens qui vont râler pendant très très longtemps. Mais l'optimiste, après avoir râlé, après avoir peut-être pleuré dans le fond de son lit pendant 2 jours, il va vite se relever et il va se poser des questions qui vont lui permettre de transformer ce qui lui est arrivé. C'est qu'est-ce que j'ai appris, pourquoi ça m'est arrivé, ou qu'est-ce qui s'est passé pour que, ou tout simplement, ok, quelle est la leçon que je peux apprendre. Et déjà rien que ça crée des dispositions d'esprit qui apportent des réponses. Et parfois, les échecs semblent être de merveilleuses surprises. Parfois on échoue, et je parle aussi de sérendipité dans le livre. Oui, parfois on échoue et on se rend compte que ce qu'on a découvert, au fond, c'est pas si mal que ça. Ou grâce à cet échec, on va rencontrer quelqu'un où ça va nous arrêter de notre élan, qui va nous permettre de nous arrêter et de mieux observer quelque chose d'autre. Et au fond, ça va être au service de l'objectif ou d'un autre objectif. Parce que parfois, il est bon de s'arrêter ou il est bon de laisser tomber aussi. Ça, j'en parle aussi dans le livre. Mais oui, mais justement, c'était une dimension intéressante, ça. Parce qu'en fait, on peut se dire, alors oui, parce que des fois, on a ce discours qui devient presque une pression du lâche pas, et on dit, ah, quand même, je prends cher, et mais lâche pas, parce qu'il y a que ceux qui lâchent qui arrivent pas et tout. Et pourtant, il y a quand même des fois, comme vous venez de le dire, où quand même, ça serait pas mal de lâcher, finalement. Est-ce qu'on peut reconnaître ça? Qu'est-ce qui fait qu'on va se dire, ben là, non, quoi. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de règles par rapport à ça, mais il y a des attitudes. D'accord. Okay. Moi, je suis comme vous. Je déteste cette dictature du ne lâche rien. Et parfois, ça détruit plus que ça ne construit. Donc, ce que j'explique dans le livre, je fais la différence entre la persévérance et l'entêtement. Ouais. Quand on est entêté, et elles sont vraiment, ils sont frères et sœurs. Hein, l'entêtement et la persévérance, ils sont presque jumeaux tous les deux. Ouais. Mais l'entêtement, c'est vous avancez. Vous avez l'impression de persévérer au regard des autres, mais aussi au vôtre, mais tout commence à se détruire autour de vous. Vous perdez de plus en plus de choses, vous perdez énormément d'argent, voire tout, vous perdez votre santé. En fait, vous êtes perdant sur tout le tableau. D'accord. Et l'entêtement, c'est continuer à le faire alors que tout vous dit que c'est pas possible. Et la persévérance, c'est que à chaque fois que vous avez un échec, vous avez quand même l'impression d'avoir avancé. À chaque fois que vous avez avancé, vous continuez. Alors, bien entendu, la similitude entre les deux, c'est qu'il y a des gens qui continuent à ne pas croire en vous, mais vous avez des réponses qui vous permettent d'avancer. Et ça, c'est la persévérance. Donc, voilà, c'est un subtil mélange et je pense que c'est lié aussi à la personnalité et que c'est vraiment une interprétation très personnelle. Il y a des gens qui abandonneront très vite et vous diront, t'aurais dû continuer, t'aurais pu réussir. Qui sait? Il y a des gens qui vous diront que parce qu'ils ont continué, ils ont réussi grâce à ça. C'est vrai aussi. C'est compliqué. Mais c'est à un moment donné, j'ai envie de dire, je pense que le signal, l'indicateur, c'est quand vous sentez que tout est en train de se détruire autour de vous, que vous n'êtes plus que sur un tas de ruines et que vous-même vous devenez une ruine, c'est peut-être le moment d'arrêter, peut-être. Ok, ouais, un petit peu avant, peut-être même. un petit peu avant, oui, parce que je ne vais pas dire que c'est trop tard, parce que justement, l'optimiste dira, ok, je reprends et je recommence, mais voilà, ça peut causer plus de tort qu'autre chose. Ouais, bah d'ailleurs vous citez là, je vous dis plutôt sur le côté justement peut-être persévérant, vous citez le fondateur de KFC, donc j'ai oublié le nom. Oui, le Colonel Sanders. Voilà, Colonel Sanders, c'est quand même bon, on va dire il a réussi à 80 ans. Alors après on peut se dire bon, en même temps 80 ans de galère et puis 10 ans de 80 à 90, est-ce que c'était bien la peine? Ça c'est autre chose. Alors il a réussi, attention, avant 80 ans. Il a réussi dans sa soixantaine, mais il est devenu millionnaire à 80 ans. D'accord. Ok. Ça marche. Donc le million, c'est 80. Il y a quand même 20 ans d'amplitude, hein, quand même. Oui, c'est ça. Ok, donc c'est pas mal. Ok. Et ça m'amène, parce que là on était un peu sur l'échec d'orgueil aussi. Vous en parlez un peu dans le bouquin, et ça je trouve que c'est un passage intéressant. Alors, sans vouloir tout donner du bouquin non plus. Échec d'orgueil, persévérer, diabolicum, qu'est-ce que c'est c'est se dire quoi? C'est se dire de toute façon j'ai raison, de toute façon c'est moi qui y vais et... C'est ça. En fait, ce sont ces choses-là. Ce sont les échecs d'orgueil. C'est par exemple dire j'ai toujours fait comme ça. Il n'y a pas de raison qu'on change. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans des cultures d'entreprise. C'est que ça a toujours marché comme ça. Donc pourquoi on changerait? Et c'est un vrai frein
au développement d'une entreprise, au développement d'une idée, au développement d'un projet. Oui, ça a toujours marché, sauf que l'orgueil, c'est de penser que tout bouge autour de nous, sauf ce qu'on fait nous-mêmes. Moi, j'ai été commercial pendant une vingtaine d'années et je gardais, par exemple, toujours à l'œil ce que faisaient mes concurrents. Et j'avais beau être le meilleur commercial de l'entreprise et on avait beau être le plus grand distributeur de ce produit-là en Europe, si on n'était pas vigilant, si on ne restait pas vigilant et qu'on n'avait pas un minimum d'humilité en se disant attention, pendant qu'on ne regarde pas nos concurrents, eux ils avancent, ils nous dépassent à un moment donné. Donc ces échecs d'orgueil, ce sont ces échecs qui sont poussés par la certitude que ça a toujours été comme ça se fait toujours bien, ou pourquoi je changerais parce que de toute façon c'est bien comme ça. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'à un moment donné, on échoue réellement parce que les autres vont dépasser alors que vous vous en êtes pas rendu compte. Ouais, je cite plusieurs entreprises qui ont échoué comme ça. Nokia, par exemple, Nokia, Kodak, plein d'autres qui ont refusé de s'adapter à l'évolution technologique, au numérique en l'occurrence, autant l'un pour l'autre, et on sait ce qu'ils sont devenus. Mais oui, d'autant plus étonnant pour Kodak, si je me trompe pas, ils sont quand même à l'origine du truc. Ils ont lancé et puis ils y croient pas, quoi. Le plus dramatique, c'est que ce sont eux qui ont inventé l'appareil photo numérique. C'est ça. Mais quelque part, ils ont pas été plus loin. J'aurais pu en citer d'autres que je n'ai pas cités dans le livre, mais si on revient à l'époque des magnétoscopes, on se souvient tous des magnétoscopes. Les enfants les V2000, voilà, les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître ça. Mais les VHS, il y avait des VHS, il y avait les V2000, il y avait les Betamax à l'époque. Exact. Et Philips avait inventé V2000 qui était d'une qualité bien supérieure au VHS, mais eux-mêmes n'avaient pas fait le nécessaire autour de cela pour qu'il y ait du marketing et de la distribution en termes de location de films, etc. Ça a été un échec cuisant, alors que le produit était 10 fois meilleur que VHS. Ouais. Alors, je voudrais peut-être aller sur un terrain un peu plus personnel maintenant, si vous m'autorisez. Parce qu'en fait, je vous autorise. Puis sinon, vous me direz non, et puis c'est tout, quoi. Mais donc le bouquin est vraiment sous-tendu par l'optimisme. Et moi, ce qui m'a bien plu dans ce livre-là, c'est, je trouve, une ode, c'est peut-être un peu exagéré, mais je trouve qu'il est vraiment encourageant. Il encourage les gens à vivre leur vie. Tout ça, vraiment. Et ça fait le parallèle que je fais souvent avec les 5 regrets. Souvent, je les cite, les 5 regrets des mourants de Bronnie Ware que vous connaissez sans doute, toi. Oui, et je les remets pour les auditeurs qui découvriraient pour la première fois. Je vais les faire dans l'ordre inverse quand même. Le cinquième, j'aimerais m'accorder un peu plus de bonheur. J'aurais aimé m'accorder plus de bonheur. Ok. 4e, j'aurais aimé garder davantage de contact avec mes amis. Donc l'importance du relationnel. Le 3e, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Et ça, c'est vrai c'est culturel aussi en France, on a un truc avec les sentiments. Oui. Le 2e, je regrette d'avoir travaillé si dur. Donc ça, c'est spécial dédicace à tous les gens qui nous écoutent depuis le début. Et le 1er, j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. Oui. Et je trouve que ça résonne énormément avec ce que vous avez dit tout à l'heure et sur ces injonctions des autres qui vous disent mais non mais fais pas, enfin déconne pas, si vous me permettez le mot, fais pas ça quoi, t'es bien, t'as une bonne situation, ose pas. Voilà, et je trouve que votre livre déjà en parlant montre que on peut changer ça, on peut pas changer le discours des autres parce que les autres à la limite sont les autres, mais on peut changer ce qu'on va faire. Absolument, absolument. Je le dis souvent et j'ai même une conférence qui est le même nom, qui porte le même nom que le livre et qu'on peut voir même sur YouTube pour réussir, oser échouer. La conférence illustre aussi ce qu'il y a dans le livre et je démarre ma conférence sur toutes ces injonctions qu'on entend à longueur de journée. Et en ce qui me concerne, en termes d'automotivation, c'est une question sempiternelle pour beaucoup de dirigeants d'entreprise. Comment on fait pour faire en sorte que nos collaborateurs s'autogèrent eux-mêmes ou s'automotivent? En tout cas, moi, en ce qui me concerne, vous avez dit tout à l'heure c'était d'ordre privé, mais moi je mélange les deux parce que ma vie professionnelle et privée, c'est la même chose. On peut pas les dissocier. Je vis depuis maintenant de nombreuses années avec cette notion de ne pas avoir de regrets. Alors ça ne veut pas dire que je me lance dans tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est est-ce que je vais faire quelque chose ou pas? Et si je ne le fais pas, est-ce que je vais pas le regretter de ne pas l'avoir fait? Et du coup, ça me remet dans la balance la question, je vais peut-être le faire, je vais peut-être me casser la tronche, mais si ça se trouve, je vais réussir à vivre une expérience de dingue et je regretterai de ne pas l'avoir vécu. Alors,
Et souvent, il s'avère que ça s'avère mener vers quelque chose d'extraordinaire. Et parfois, c'est une mauvaise expérience. Mais alors, je me console en même temps avec ce même raisonnement. Au moins, j'aurais pas de regrets. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, dans les deux coups, je suis gagnant, en fait. Ouais. Mais alors, d'où vous vient cet optimisme-là? D'où il me vient? Alors, je veux dire, en tout premier, par ma famille. J'ai été éduqué dans cet environnement d'optimisme. Ma mère, mon père étaient optimistes. Mon père avait un sens de l'humour incroyable. La moindre petite anicroche, il faisait preuve d'autodérision. Et ma mère était quelqu'un qui, je le lis dans le livre, je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants. Forcément, on se doute bien, quand on est aîné d'une famille de 8 enfants, ça a aussi des conséquences sur la personnalité que je suis aujourd'hui. Mais ma mère disait toujours qu'il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Et donc, j'ai grandi avec ça. Donc, ça a été entretenu par même des grands-parents que je connaissais tout le temps souriants. Et donc, forcément, ça crée aussi ce caractère qui donne envie d'aller plutôt chercher le positif, même quand c'est dur et quand on vous a dit, dans votre éducation, ça fait partie presque d'un conditionnement, que s'il y a un problème, il y a toujours une solution. Et que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, forcément, ça devient un mode de vie, quoi. Ça devient un mode de vie. Et puis, je l'ai entretenu. Et j'en ai fait un métier. Aujourd'hui, je suis optimiste professionnel et c'est génial. C'est un métier maintenant. On peut en faire un métier. Mais oui, je suis optimiste. D'ailleurs, c'est marqué sur la couverture, optimiste professionnel. Voilà, exactement. J'ai tenu à ce que ça se dise comme ça. Ça marche. Mais alors, ça me permet de faire un parallèle pour le coup avec la méthode Getting Things Done. Donc, vous savez qu'on est les héros à ULT, évidemment pas le héros ROS. Parce que dans la méthode GTD, on dit souvent, il n'y a pas de problème, il n'y a que des projets. Oui. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose, soit j'y peux rien, si j'y peux rien, pourquoi je vais m'inquiéter quelque part? Exactement. Ou si j'y peux quelque chose, et finalement, si j'y peux quelque chose, c'est quoi ma prochaine action? Ouais. Exactement. Voilà. Ah voilà, c'est ma philosophie aussi. Donc ça résonne. Ok, ça marche. Dernière petite chose, je voulais revenir au bouquin, et j'ai perdu ma petite note, donc j'espère que les auditeurs ne m'en voudront pas. Non, ils vont vouloir parce qu'ils sont optimistes aussi. Et puis, j'espère qu'ils passent du bon moment. Regardez comment on meurt, c'est génial, hein? Exactement. Et c'est pas vrai parce que du coup, je l'ai retrouvé. Génial. Je l'ai retrouvé. C'est ce moment où, à l'inverse, on va avoir des gens qui se disent, on va pas tenir compte de l'échec. L'échec, et c'est un peu la fameuse phrase, d'ailleurs vous l'avez cité dans le bouquin, de la fausse phrase d'Apollo, enfin du programme Apollo, mais qui finalement est tellement bonne dans le film. Oui. Failure is not an option, c'est-à-dire que l'échec n'est même pas envisageable. Alors, petite anecdote personnelle, dans mes années de comédien, parce que j'étais comédien pendant pas mal d'années, il y a eu un coach, moi, qui m'a beaucoup libéré à une époque, et il m'a dit, parce qu'à chaque fois que je rentrais sur scène, j'avais des blocages, etc., il m'a dit, ok, comment tu agirais si tu savais que tu ne peux pas échouer? C'est ça. Alors allez-y, je vous laisse développer là-dessus. Et en fait, ça c'est une pensée qui vient de la PNL, de la programmation neurolinguistique, et qui en soi est une bonne pensée dans le cadre d'un coaching. Ça permet de développer des zones de projets ou en tout cas de possibilités. En fait, on vivifie le cerveau en mode solution. Avec cette pensée, et si l'échec n'existait pas, la PNL tente de lever des blocages. C'est ça l'objectif d'ailleurs. Sauf que aujourd'hui, à l'ère du développement personnel qui est en pleine explosion depuis ces dernières années, on entend cette phrase un petit peu à tout va et souvent sortie de son contexte. Et beaucoup de gens disent oh, l'échec n'existe pas. Alors si, je suis désolé, l'échec existe bel et bien. Allez dire à un pilote de ligne qui vient d'écraser un avion et a fait plusieurs centaines de victimes que l'échec n'existe pas, vous aurez du mal à le convaincre, du mal à convaincre la compagnie ou même les assurances. L'assurance. Donc attention à toutes ces pensées dites philosophiques, mais qu'on sort de son contexte. L'échec existe bel et bien. En revanche, l'attitude que toi tu vas avoir face à l'échec va effectivement créer le reste de ton histoire. Donc, oui, l'échec existe, mais maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Et si l'échec n'était pas un échec, mais un apprentissage, qu'est-ce que tu as appris? Et je préfère reformuler ça parce qu'aujourd'hui, on vit à une époque où beaucoup de choses sont sorties de leur contexte. On les cite comme étant des vérités, mais les gens ne... Voilà, j'espère que les gens vont être poussés grâce au livre à plus réfléchir sur les choses qu'ils disent, parce que notre cerveau interprète les mots que nous utilisons et ça a vraiment un impact incroyable sur le reste de notre histoire. Alors pour le coup, vous donnez des conférences, hein, vous l'avez dit, et même vous donniez majoritairement des conférences jusqu'avant Covid. Oui. Et puis Covid. Oui. Oui. Et plus de conférences.
Oui. Alors ça, c'est le drame de ces derniers temps, c'est qu'effectivement, j'étais arrivé à faire une centaine de conférences par an en entreprise, c'est-à-dire qu'avec ce discours-là, j'ai une conférence qui s'appelle l'audace de l'optimisme. Je faisais une centaine de conférences lors d'assemblées générales, de séminaires. Enfin, vous voyez le genre d'événements d'entreprise qu'on peut trouver. Et c'était la majeure partie de mon activité professionnelle. Et mon kiff, parce que pareil, j'ai fait du théâtre, vous avez été comédien, moi j'ai fait du théâtre, et j'ai trouvé un moyen extrêmement génial, d'une façon très théâtrale, avec beaucoup d'humour, de parler d'optimisme et de l'échec. Et puis effectivement, du jour au lendemain, plus rien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai perdu plus de 80% de mon chiffre d'affaires cette dernière année. Donc ça pique. On peut s'estimer heureux d'avoir quand même des mesures gouvernementales, qui nous ont permis effectivement d'avoir des aides d'État pour pouvoir survivre. Sinon, moi-même, j'aurais mis la clé sous la porte. Donc, je tiens quand même à saluer ces aides-là qui n'existent pas dans d'autres pays européens, il faut le dire. Donc, on est en France, je pense, un pays râleur qui râle régulièrement, mais beaucoup d'entreprises ont été sauvées grâce à ces mesures. Je le tiens à le dire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, comme tout le monde, quand président Macron a annoncé que nous étions confinés, j'étais comme tout le monde dans la sidération. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, je me suis dit, merde, c'est foutu, on est mort. Et le lendemain, très vite, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux encore faire dans les marges de manœuvre qui me restent, malgré les restrictions? Qu'est-ce que je peux faire pour continuer à être cet optimiste et continuer à être présent pour mes clients, parce que ça ne va pas durer éternellement. Ça, c'était une certitude. Je savais que ça allait pas durer éternellement. Et très vite, le lendemain du confinement, j'ai commencé à faire des lives sur Internet tous les soirs pendant les 2 confinements. J'ai fait des lives dans lesquels je m'invitais chez les gens, puisqu'on ne pouvait pas aller se visiter, se voir. Je m'invitais chez les gens et j'allais chez des gens, des internautes qui voulaient que j'aille les visiter. Et en 2 mois, j'ai visité plus de 150 personnes au travers de cette émission que j'ai fait tous les soirs en direct sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube également. Mais ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de développer cette capacité à faire des lives et à donner des conférences en direct. J'ai sorti ma voiture du garage, j'ai transformé mon garage en plateau télé, littéralement, avec plusieurs caméras, une régie pour avoir une dynamique de caméra. Et ceci m'a donné une visibilité qui m'a permis de faire des conférences en live. Donc, j'en ai pas donné 100, mais j'ai donné quand même plusieurs conférences en ligne avec cette dynamique de multicaméra et qui a permis de faire aussi une conférence avec Patrick Baudry, l'astronaute. Et voilà, donc j'ai transformé ceci en opportunité, j'ai développé de nouvelles compétences, j'ai investi là où d'autres sont restés dans l'immobilisme parce que ça m'a coûté un bras d'investir dans un studio. Un studio, je peux comprendre. Et pouvoir diffuser. Et donc, l'avantage aujourd'hui, c'est que je donne des conférences en ligne en tout cas, c'est ce que mes clients disent, de très haute qualité, comme si j'étais sur un plateau télé, ce qui est le cas. Voilà, j'ai transformé ça et j'ai voulu surtout être utile pour les autres dans cette marge de manœuvre qui nous restait. Voilà, donc un décrottable optimiste en fait. J'espère. J'espère incarner le message que vous lisez dans mes livres. C'est ça. Et vous venez dire un truc super intéressant. Enfin, vous avez dit plein de trucs super intéressants. Mais là, je réagis juste. Vous avez parlé d'immobilisme et ça a fait tilt. Quand j'ai lu votre bouquin, vous avez dit aussi, il y a 2 voix. Il y a une petite voix dans votre tête qui va vous dire va à l'action, et il y a une petite voix qui va vous dire bouge pas. Et il y en a une qui est bonne, il y en a une qui est mauvaise. C'est ça. Tout le monde a lu les albums de Tintin au Tibet, où vous avez Milou qui doit aller qui a ce petit diable au teint rouge et ce petit diable au teint blanc, et Tintin aussi. On connaît tous ce petit diable et ce petit ange. Et comment on fait pour reconnaître ces 2 voix, parce que ce sont des dialogues internes. On est clair là-dessus. Et c'est un ami américain, un conférencier américain, qui m'a suggéré ça et j'ai trouvé ça très intéressant. Il m'a dit, écoute, si la petite voix te suggère de rester là où tu es, c'est probablement le petit diable. Mais si cette petite voix te suggère d'avancer et de faire un pas en avant et de t'améliorer et de te tirer vers le haut, c'est probablement le petit ange. Voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Si ça te pousse à rien faire, c'est probablement la mauvaise voie. Si ça te pousse à faire quelque chose, c'est probablement la bonne voie. Ok, je pense qu'on pourrait rester là-dessus. J'aurais peut-être encore une question. Qu'est-ce qui vous paraîtrait important que les auditeurs du podcast sachent, ou qu'est-ce que vous avez envie de dire particulier là qu'on n'aurait pas encore abordé comme sujet?
c'est changer votre regard sur l'échec. Vraiment, soyez décomplexés par rapport à ça, mais non seulement par rapport à vous, mais si vous êtes un dirigeant d'entreprise, j'ai envie de dire, explorer la piste de la culture de l'échec et autoriser l'échec chez les uns et chez les autres. Ça va vraiment valoriser chaque collaborateur, ça va augmenter la confiance en soi de chaque collaborateur, mais aussi en vous. Mais ça va aussi développer plusieurs avantages comme la créativité, comme la motivation. Quand on autorise quelqu'un à échouer, qu'on lui dit que c'est pas grave, quelle est la leçon qu'il a appris, mais bon sang, c'est 100 fois plus valorisant que de taper sur les doigts de quelqu'un et constamment lui taper avec ce bâton du boss qui est plutôt martyrisant plutôt que valorisant. Donc, au final, apprenons de nos échecs. Et au fond, l'échec, c'est probablement celui de ne rien tenter ou de ne plus rien faire. Ok, merci pour cette belle conclusion, Michel. Et puis on vous souhaite plein de conférences, qu'elles soient en live ou qu'elles soient en vidéo dans vos studios. Merci beaucoup, c'est tout le mal que je me souhaite, merci. Au revoir. Au revoir. Productif et serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire, soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site qui est en accès libre à la lecture. Je vous rappelle l'adresse www.productifetserein.com, tout attaché, sans trait d'union. Bonne productivité, bonne sérénité, et nous vous retrouvons au prochain épisode.